Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kherout, le podcast du Centre Begin en français. Et aujourd'hui, à quelques jours de Rosh Hashanah, nous avons voulu inviter Fadila Maharoufi. Fadila Maharoufi, bonjour. Bonjour. Fadila Maharoufi, vous êtes militante pour la laïcité en Belgique, engagée dans la lutte contre l'islamisme en Belgique et aussi à l'échelle européenne. Je rappelle que vous avez été l'invité du Centre Begin en mai 2024 lors d'une soirée organisée par la chaîne Mosaïque. Je rappelle pour nos auditeurs que vous avez prononcé lors de cette soirée un discours marquant à la fin duquel vous avez ému le public en l'invitant à se lever pour chanter la Tikva et pour rendre hommage aux otages. Ce discours et cette séquence ont cumulé plus de 50 000 vues sur YouTube, sur notre chaîne et sur la chaîne de Mosaïque. À cette date, c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne du Centre Begin. Donc, tous nos remerciements et bien sûr notre admiration pour pour ce discours et cette séquence. Avant de commencer l'entretien, au nom du Centre Begin et de tous nos auditeurs, je voulais aussi exprimer toute notre admiration pour votre engagement en faveur de la laïcité, contre l'islamisme, contre l'antisémitisme, pour votre soutien à Israël et au peuple juif en général et aussi à la communauté juive en Belgique. Donc merci et vous avez toute notre admiration. Merci Je beaucoup. souligne aussi que vous payez un prix personnel, car il me semble que vous vivez constamment sous menace et aussi donc sous protection policière. Alors, je n'ai pas de protection policière. Pas de protection policière, mais donc vous êtes protégé par d'autres moyens, je le suppose. Voilà. Donc pour commencer cet entretien, nos auditeurs sont francophones mais ne suivent pas forcément l'actualité belge. Donc pourriez-vous nous faire un point sur la situation actuelle, la situation politique, la situation sociale? Certains décrivent on entend certains journalistes français décrire la Belgique comme, entre guillemets, la France empire, ou d'autres comme la Belgique comme le laboratoire de l'Europe pour l'islamisme. Donc quelle est votre analyse de la situation? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation et je voudrais quand même saluer et souhaiter un Shana Tova au peuple d'Israël et à tous les Juifs à travers le monde. Et nous espérons évidemment que le monde retrouve la raison dans un contexte actuel que nous connaissons, que les otages qui se trouvent encore à Gaza soient enfin libérés rapidement. Et je pense aussi aux rescapés pardon, du pogrom du 7 octobre 2023. J'ai vu aujourd'hui quelques images, notamment de Madame Michelle Rukovitch-Sin, pardon, qui est l'une des soldats qui a été grièvement blessée. Et je pense aussi à tous les rescapés ainsi que toutes les personnes assassinées ainsi que leurs proches. Et donc, nous sommes nombreux. J'avais aussi envie d'envoyer ce message-là et de dire que nous sommes vraiment nombreux à penser à eux, à penser à vous et que c'est évidemment un traumatisme qui est encore là et je pense que les blessés et les proches évidemment doivent encore évidemment être pris en charge par ça et donc c'est pas terminé pour eux. Et puis j'aimerais aussi vous dire que j'espère qu'un jour je pourrai les rencontrer, notamment à ma venue en Israël au mois de novembre, pour m'entretenir avec eux personnellement parce que j'estime que c'est notre devoir en tant que personne non juive de pouvoir les soutenir et leur apporter vraiment tout nos soutiens et leur envoyer de la lumière et qu'ils puissent guérir ainsi rapidement. Voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, pour revenir à votre question, oui, la Belgique, ça fait depuis plus de 40 ans qu'elle est sous emprise. Disons que nous avons un islamisme des frères musulmans qui est bien présent depuis plus de 40 ans en Belgique et qui n'a pas cessé de grandir qui n'a pas cessé de s'installer à travers les différents secteurs de la société belge, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau des institutions comme les écoles, les universités. Donc on voit maintenant évidemment toute leur influence, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'Université libre de Bruxelles, que je nomme maintenant l'Université islamique de Bruxelles, parce qu'ils ont appelé un auditoire nommé par des étudiants Rima Hassan. Rima Hassan, comme vous le savez, c'est élue députée, qui est normalement censée être une élue députée des Insoumis françaises aux européennes, qui ne cesse de parler que du conflit Israël-Palestine, en faveur évidemment des groupes terroristes, qui est une personne très influente, qui au départ était influente auprès de Bachar el-Assad et que maintenant on retrouve très influente auprès de d'autres dictatures comme
l'Algérie et comme d'autres pays arabo-musulmans. Alors, on voit bien qu'en Belgique, la situation était effectivement assez dramatique parce que Bruxelles, notamment en Belgique, alors d'abord pour expliquer un petit peu la Belgique, parce que c'est très complexe. Je vous avoue que même les Belges ne comprennent pas grand-chose, même les personnalités politiques eux-mêmes, pour le fonctionnement politique de la Belgique est très complexe. Nous sommes un État fédéral, nous avons trois régions. Une région flamande, on parle le néerlandais, une région bruxelloise, on est censé parler les trois langues, et la région wallonne, où on est censé parler le français. Et parmi ces trois régions, donc nous avons eu des élections en 2024. Là, il y a un gouvernement fédéral. Nous avons un gouvernement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon, de la Wallonie, mais Bruxelles, par contre, ça reste encore en stand-by il y a encore des négociations, etc., pour voir qui sera au pouvoir, etc. Donc il y a vraiment encore des discussions, donc on ne sait pas encore certain. Pour l'instant, c'est toujours les partis de gauche qui sont dans pas mal de mairies, pas mal de communes bruxelloises. Bruxelles constitue 19 communes bruxelloises, c'est-à-dire 19 mairies. C'est un peu comme si vous avez l'arrondissement de Paris, vous avez Paris et puis vous avez les différentes mairies. Nous avons la même chose à Bruxelles. Et parmi, donc à Bruxelles, vous avez certaines communes où nous avons une population musulmane qui est aussi entre 22 et 50% de musulmans. Alors, c'est évidemment des voix électorales très importantes ces votes ont toujours été dragués par les partis politiques, surtout de gauche à la base. Mais on voit que petit à petit, au niveau de la droite, ça commence aussi un petit peu à se craqueler. Je dis ça parce que c'est important, parce que c'est vraiment un des enjeux et qu'on va voir aussi que même en France, il y a des répercussions par rapport aux décisions politiques prises. Alors, au niveau de Bruxelles, Bruxelles est assez important parce que nous avons les institutions européennes, parce que c'est là aussi que il y a beaucoup d'enjeux au sein de ces institutions européennes. Bruxelles, c'est aussi là où on va retrouver des dirigeants et des groupes influents du Hamas. Nous allons aussi retrouver des dirigeants et des personnes influentes de l'Iran. Nous allons retrouver des groupes influents de tous les groupes terroristes, en réalité islamistes, se trouvent à Bruxelles. On a aussi depuis, voire plus d'un an maintenant, un an et demi, depuis avril même 2024, si pas un peu plus, des gens qui viennent de Gaza, donc des Gazaouis. On sait qu'à Gaza, les gens ne peuvent pas sortir comme ils le veulent et quand ils sortent, généralement, c'est avec l'approbation du Hamas. Donc, on s'imagine évidemment, et je pense avec quasiment certitude, que la plupart des Gazaouis qui viennent sur notre sol, ce sont des gens qui sont proches ou membres du Hamas, ce qui constitue évidemment un grand danger. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent à Bruxelles? Parce qu'évidemment, il y a les institutions européennes et que c'est un enjeu capital pour tout le reste de l'Europe, tout le reste des pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décisions et beaucoup de pressions qui peuvent se faire à partir, évidemment, des institutions européennes. On sait que le Qatar est un pays qui est très influent, qui distribue pas mal d'argent, qui influence énormément les prises de décision politiques. Et donc, évidemment, les prises de position au niveau des institutions européennes sont très importantes. Et c'est pour ça aussi que tous ces islamistes sont à Bruxelles. On sait aussi que Bruxelles facilite énormément l'accueil de ce qu'ils appellent les migrants. Et donc, parmi ces migrants, nous avons tous ces agents islamistes et qui sont très influents. Ça fait depuis plus de 40 ans maintenant que nous avons en Belgique des islamistes qui prospèrent. La politique belge, comme on est dans une politique de compromission, en même temps où il faut qu'on négocie les choses, donc on cède un petit peu de ce côté-ci, puis on récupère un petit peu de ce côté-là, etc. Ce qu'adorent évidemment les frères musulmans parce que c'est le jeu dans lequel ils excellent. C'est-à-dire que pour eux, on avance avec des paliers et donc on est d'accord de se concéder sur certains points pour ensuite y revenir et pouvoir évidemment avancer leur projet qui est un projet califal sur du long terme. Les Belges évidemment et en général, plus généralement, en fait l'Occident comprend très très mal à mon sens vraiment la culture arabo-musulmane ou musulmane tout court, ce qui les motive, leur méthodologie et surtout quand il s'agit des frères musulmans. Parce que à l'heure actuelle, évidemment, ce sont les frères musulmans qui posent le plus gros problème et c'est eux qui ont appelé à la guerre contre Israël. Alors on a toujours aussi l'impression que la guerre entre Israël
et les Palestiniens ne concernent qu'Israël, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça touche aussi bien le monde occidental, puisque les frères musulmans, les islamistes, en réalité, ce qu'ils pointent et ce qu'ils recherchent, c'est d'abattre aussi bien Israël que le reste du monde occidental. C'est vraiment le monde occidental dont Israël fait partie, puisque Israël est un pays démocratique, pardon, contrairement à ce qu'ils disent. On n'a pas que des juifs qui vivent en Israël, on a aussi bien des arabes, etc. Donc on voit bien que, aussi bien dans les partis politiques, dans différents corps de métier, on a aussi bien des arabes, des juifs, des musulmans, etc., des chrétiens, etc. Donc on voit bien quand même que Israël, contrairement à ce qui est véhiculé un peu partout, parce que c'est l'image que nos médias publics en Europe, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs, on renvoie à la population et aux citoyens, c'est toujours les victimes palestiniens avec des enfants systématiquement qu'on voit soit avec une pseudo-famine, soit avec des enfants morts ou blessés gravement, etc. Et évidemment, les citoyens en Europe, quand ils voient ces images-là, la première chose qu'ils voient, ce sont les images qui choquent. Et donc derrière ça, vous pouvez avoir n'importe quel discours. Ce qu'ils retiennent, en fait, ce sont les images de ces enfants. Et qui peut rester indifférent à ces images-là? Je pense personne humainement. Mais pour, évidemment, eux, ils ne voient pas tout le reste puisque les médias, on va dire, ne leur donnent pas aussi une grille de lecture, d'analyse et d'information exacte puisque l'information qui traverse tous ces médias-là, ce sont soit des informations qui viennent directement des groupes du Hamas, soit des gens qui sont proches du Hamas et qui sont des journalistes qui vivent en Occident, qui vivent ici en Europe et qui sont employés aussi dans certains médias francophones. Donc il y a vraiment une désinformation et les citoyens européens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Et moi, je me rends compte de plus en plus parce que j'en discute parfois avec des gens quand ils me parlent ou quand je les croise dans la rue et qu'on parle de cette situation-là et qui sont pro-palestiniens. Je leur explique la situation et à partir de là, en fait, je vois sur leur visage et ils le disent eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas la situation réellement. Mais que ce qui les bouleverse, c'est surtout de voir évidemment ces images chocs qu'on nous passe à longueur de journée dans nos médias. Donc on voit bien qu'en fait, ce qui est sollicité par les médias, c'est plutôt l'émotionnel plus que la raison, plus que l'information, plus que la vérité ou la réalité réellement de ce qui est en train de se passer. Depuis le 7 octobre 2023, on a vu que si dans le monde il y a eu un choc par rapport à ce qui s'est passé et qu'il y a eu un soutien massif pour Israël, on voit qu'ensuite le rôle des médias a beaucoup bouleversé et fait changer les avis et qu'on est passé finalement du 7 octobre à 2023 comme Israël victime et on parle évidemment des victimes civiles du pogrom a très rapidement transformé toute cette narration à l'effacement de ce qui s'est passé le 7 octobre pour le remplacer avec une nouvelle narration où finalement les victimes, ce sont les Palestiniens et les bourreaux, ce sont les Israéliens, comme si le 7 octobre n'avait jamais existé. Et c'est ce qu'on peut maintenant en fait constater en réalité, c'est que massivement, les gens ont complètement oublié le 7 octobre 2023 parce qu'il y a un travail de fond qui est fait aussi bien par ces médias, par tous ces agents qui sont évidemment très actifs au sein des institutions européennes. Pour donner un exemple au niveau institutions européennes. Vous savez, les institutions européennes à Bruxelles se situent dans un quartier européen où finalement c'est un quartier très riche où le loyer est très cher et donc les gens qui y habitent généralement, ce sont des gens qui travaillent dans les institutions européennes, ce sont des gens qui sont fortunés, pas forcément des citoyens belges. Ils sont hors sol, ils ne connaissent pas la réalité de terrain, ils ne sont pas confrontés non plus à l'islamisme au quotidien que peuvent vivre certains dans certains quartiers bruxelloises où on voit vraiment une mainmise des islamistes. Et si vous voulez, ils sont hors sol. Et quand, après le 7 octobre, quelques mois après, j'avais demandé à des groupes qui travaillent dans ces institutions de passer le film du 7 octobre pour que les fonctionnaires européens, pour que les élus, pour que toutes les personnes qui y travaillent puissent voir ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que beaucoup ne l'ont pas vu et ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Ça a tardé, ça ne s'est pas fait. Par contre, ce qui a été fait, c'est que Émeric Caron, un élu français, a passé son film, lui, pour Gaza, dans les institutions européennes. Alors, je vous laisse imaginer avec toutes les images qu'il a pu passer, avec évidemment une autre narration, comme prenant évidemment les Palestiniens comme étant des victimes. On voit des enfants affamés, on voit des enfants blessés, etc.
Et évidemment, ce n'est pas la réalité de ce qui existe sur le terrain. Mais peu importe, pour eux, ce qui compte en réalité, c'est que leur narration passe auprès des institutions pour qu'ils puissent continuer à influencer les institutions et finalement influencer aussi le vote au sein de leur parti, comme en France notamment dans ce cadre-ci, puisque Émeric Caron est un élu de LFI et des partis d'extrême gauche. Donc voilà, on est un peu à la situation, si vous voulez, à Bruxelles, sans parler des ONG ou des associations comme Samidoun, BDS, qui sont très actifs, des associations antifascistes, Antifa, qui sont extrêmement agressifs et extrêmement violents, et qui sont alliés des islamistes. Tous ces gens-là collaborent ensemble, ils travaillent ensemble, mais c'est un travail qui n'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas un travail qui a commencé à partir du 7 octobre ou du 8 octobre. C'est un travail qui a été fait depuis plusieurs décennies en Belgique. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs décennies pour justement arriver à influencer et à avoir oui, une influence et être proposé en fait une force politique de décision en Belgique. On voit que ces organisations à Bruxelles font très peur, notamment des associations qui sont très présentes. À Bruxelles, on a énormément d'associations qui viennent en aide à la population belge, citoyens belges, qu'ils soient extra-européens ou belgo-belges ou autres. Et ces institutions, en fait, ont énormément d'influence vis-à-vis des citoyens, puisque via l'aide et via, évidemment, que ce soit des aides sociales ou des aides aux devoirs ou d'autres aides, et notamment et aussi les associations LGBTQ+, etc. Ce sont toutes des associations, en réalité, qui ont créé une espèce de coalition entre eux, où ils travaillent entre eux, ce qu'ils appellent la convergence des luttes, c'est-à-dire toutes les minorités se mettent ensemble contre un ennemi commun. Le problème, c'est que, si vous voulez, les groupes islamistes, eux, ont un agenda derrière, et évidemment, ils ne comptent pas, une fois gagné les élections, ou une fois gagné le pouvoir, laisser les autres associations, les autres groupes prendre le pouvoir avec eux. Ils comptent les éliminer, comme ça a été le cas. Si tout le monde, évidemment, on peut se rappeler et recommémorer ce qui s'est passé en 1979 en Iran avec le Shah, pardon, avec l'ayatollah Khomeini, quand il a créé une coalition avec les partis d'extrême gauche et de gauche pour arriver au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, c'est la première chose qu'il a fait, c'est d'éliminer tous ces personnes-là avec qui il est arrivé au pouvoir. Et c'est exactement ce qui est en train de se reprofiler ici en Europe. Et évidemment, l'Occident ne perçoit pas ça du tout, puisque l'Occident, en fait, finalement, a comment je dirais, pense qu'elle est meilleure que les autres, pense que son système politique va être reprise par d'autres cultures. Or, on sait que dans la culture arabo-musulmane, évidemment, on a une autre vision du monde. Et cette autre vision du monde n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que dans la vision du monde musulman ou de l'islam, tout ce qu'on fait ici sur Terre ne vaut rien du tout. La vie qui est importante, c'est celle qui est après la mort, et tout ce qui sera fait ici sera pour l'au-delà. Et ça, ici, on ne comprend pas. Quand on voit des financements phénoménaux qui sont mis en place pour l'islamisme, il faut bien comprendre que c'est racheter finalement le paradis pour plus tard, que pour les musulmans, ce qui compte, c'est pas d'utiliser la religion pour se faire de l'argent, mais on utilise l'argent pour le religieux, politico-religieux plutôt, et pour surtout la vie après la mort. Pour eux ici, la vie ne compte pas, elle n'est rien et elle n'apporte rien du tout. C'est pour ça que, si vous voulez, que quand on voit le Hamas qui met en avant ces enfants qui s'en servent comme bouclier humain, quand on voit que les femmes sont utilisées comme bouclier humain, c'est tout simplement parce que pour eux, la vie sur Terre n'est pas intéressante. Pour eux, elle n'est pas importante. On doit servir une cause beaucoup plus grande, et cette cause, c'est la vie après la mort. Donc pour eux, c'est ça qui est important. Et, euh, et ce qu'on peut aussi dire concernant Bruxelles, oui, pour moi, Bruxelles, en fait, c'est comme s'il y avait déjà un califat. Pour moi, Bruxelles, on est déjà sous le califat. C'est-à-dire que c'est surtout les islamistes, finalement, qui décident. Il y a une pression de la part de toutes ces minorités euh, qui sont visibles. Les médias leur donnent beaucoup la parole. On voit énormément des femmes voilées. C'est très important parce qu'en réalité, le voile n'est pas rien.
Le port du voile est est une norme islamique qui est importante. Ça rend visible le projet, on va dire, de la norme islamique qui s'implante de plus en plus à Bruxelles. On voit que nous avons quasiment toutes les femmes musulmanes portent le voile et on voit surtout beaucoup de petites filles à partir de 3 ans porter le voile. On est quand même à Bruxelles, donc ça, il faut quand même le rappeler. Alors, dans des écoles, évidemment, c'est encore interdit, bien que normalement, en Belgique, vous savez, c'est un pays qui n'est pas laïque, mais qui est neutre. Donc, on exige des personnes qui travaillent dans les administrations publiques, dans le fédéral, etc., une neutralité, c'est-à-dire qu'on ne montre pas son appartenance religieuse, on ne porte pas de signes distinctifs, on doit être neutre, il faut que les personnes qui viennent à votre bureau puissent se dire, je me sens suffisamment à l'aise et je suis libre de pouvoir exprimer ce que je veux exprimer. Or, on voit que depuis quelques années, notamment via la célèbre commune de Molenbeek, des motions qui ont été déposées, notamment celle pour les femmes de porter le voile dans l'administration communale. Alors ça s'est étendu sur d'autres communes. En sachant aussi que nous avons une autre commune qui a fait cette demande-là, où quelques jours avant, des élus ont eu des menaces de mort avec une balle qu'ils ont retrouvée dans leur boîte aux lettres, par exemple. Mais ils ont quand même voté pour cette motion en disant bien que ce n'est pas ça qui les a motivés à voter pour. C'est vraiment une vaste blague. Donc voilà, nous avons ça. Et alors, par ailleurs, je dirais d'ici, il y a 3 semaines plus ou moins, si ma mémoire est bonne, vous avez une échevine de Molenbeek qui a remplacé, voilà, pendant les 2 mois de vacances, elle avait remplacé la bourgmestre Catherine Moureau à Molenbeek. Et, euh, et cette personnalité a été interpellée lors d'un conseil communal et elle a dit euh, que bah, ceux qui n'étaient pas contents avec le fait qu'elle porte le voile avec son fichu, avec son tissu, etc., mais qu'ils aillent ailleurs. Ils ne sont pas restés, ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont pas à rester à Molenbeek. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui veulent empêcher toutes ces décisions, etc., bah, qu'ils puissent, enfin, qu'ils partent et qu'ils quittent. Ce n'est plus leur territoire, en fait. Ils sont plus chez eux. Ce qui est extrêmement grave, sachant que cette personnalité-là, Savia Raïs, a voté la motion en 2020, elle avait proposé cette motion, et là, elle essaye de reposer des motions pour que les mineurs puissent porter le voile dans les écoles, mais aussi les professeurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça aussi? C'est que Molenbeek propose la commune comme étant la commune qui va représenter la ville culturelle 2030 de l'Europe. Donc, ça va être une vitrine pour l'Europe, pour les autres pays en Occident, Molenbeek. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que la visibilité des normes islamiques soit encore beaucoup plus, prenne une plus grosse place à travers, à travers la culture. Donc, ça s'appelle l'islamisation par la culture. Ça, c'est largement, évidemment, expliqué dans l'ouvrage de du docteur Florence Bergeau-Blaclair, dans son livre sur le frérisme et ses raisons d'enquête, où elle explique vraiment la méthodologie et la manière dont les frères musulmans en Europe fonctionnent, qui est un ouvrage majeur. Et depuis qu'elle l'a sorti, évidemment, le 1er janvier 2023, si je me souviens bien, elle est sous protection policière en permanence, parce qu'évidemment, dire tout ça et que des Occidentaux puissent être conscients de ça, c'est un danger pour les frères musulmans. Puisque jusqu'à présent, ils avaient évidemment les routes qui leur sont ouvertes et ils peuvent avancer comme ils le souhaitent allègrement. Là, on a une personnalité qui a compris leur fonctionnement, leur système, leur pensée et qui le partage avec tout le monde. Alors évidemment, pour eux, si les idiots utiles commencent à être conscients de ce qui est en train de se passer, c'est très dangereux parce qu'ils vont se retrouver en minorité. C'est pour ça que c'est très important. Ce qui se passe avec Molenbeek, avec Bruxelles, est extrêmement important pour toutes ces différentes raisons que j'ai expliquées, mais aussi parce que, ben, évidemment, si Bruxelles et si Molenbeek devient la ville culturelle, eh bien, autant dire que l'islamisation va continuer encore à travers la culture. On va voir de plus en plus les normes islamiques un peu partout être visibles, dans les champs, évidemment, dans tout ce qui est culturel. Moi, je pense surtout aux musées, aux expositions. On voit aussi que les artistes qui prennent part et qui prennent pour fait et cause aux Palestiniens ne se rendent pas compte en fait qu'ils défendent les groupes terroristes du Hamas et que finalement, au-delà de ça, ils ne se rendent pas compte que le projet des islamistes,
C'est la mort, c'est la destruction de tout, y compris de la culture, y compris de la musique, y compris du théâtre, y compris aussi des droits des femmes, y compris des droits pour les minorités comme pour les LGB. Donc, ces gens-là, en fait, ne sont pas conscients des enjeux qui se cachent derrière tout ça. Et ça, évidemment, ça doit passer par la communication. Je dirais que moi, le seul reproche que je ferais à Israël, c'est ce manque de communication. Je pense que là, il va falloir vraiment, vraiment investir dans la communication, systématiquement réapprendre, réexpliquer ce qui s'est passé le 7 octobre, montrer malheureusement des images, parce que ça, il n'y a rien à faire. Pour les gens, c'est important, même si je sais que c'est très difficile ça peut être difficile pour les victimes et pour évidemment pour Israël, mais c'est important pour que le monde occidental ne puisse pas tomber dans le piège que les islamistes leur offrent, puisque eux jouent beaucoup là-dessus, sur la victimisation, en montrant des images qui sont atroces. Donc je pense que là, il y a vraiment un investissement à faire. C'est d'information et de communication. Donc nous, en tout cas, on essaye de le faire ici en Belgique de plus en plus. Nous avons sorti un rapport avec l'Institut Thomas More il n'y a pas si longtemps que ça, pour notamment expliquer l'une des associations qui est très présente et très influente à Bruxelles, qui s'appelle le CIIB, qui était l'ancien CCIB. Donc c'est le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique, qui était le pendant français du collectif de lutte contre l'islamophobie en France. Donc on voit bien que c'est transnational, que les islamistes travaillent ensemble, peu importe, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils sont très influents, ces institutions-là. Et donc nous avons sorti un rapport avec donc l'Institut Thomas More, avec l'Observatoire européen des fondamentalismes et le Centre de recherche sur les frères, sur le frérisme de Florence Bergeau-Blaclair, et où nous avons pu montrer leur influence, l'impact, comment ils progressent, leurs méthodes, qui ils sont, et on peut nommer les acteurs. Et on peut aussi, évidemment, on a fait aussi des propositions, parce qu'il nous semble extrêmement important d'agir très rapidement. Évidemment, ce n'est pas les seuls, mais ça demande énormément de moyens, et financiers et humains, pour continuer à faire ces recherches, pour pouvoir donner aussi de quoi au pouvoir politique, en tout cas au pouvoir politique qui ont conscience du phénomène, des arguments pour lutter contre. Parce que nous avons des personnalités politiques qui sont conscientes du problème de l'islamisme, mais ils ne les comprennent pas forcément, ils ne les connaissent pas forcément, et il faut pouvoir aussi leur expliquer. Nous, on peut l'expliquer parce que ça fait, pour certains d'entre nous, ça fait plus de 30 ans que nous travaillons sur ces questions-là. Moi, je suis née d'une famille issue de culture musulmane, donc je connais très bien de l'intérieur, mais aussi à travers mon expérience en tant que travailleuse sociale et puis en tant qu'anthropologue à travers mon master, etc., et sur le terrain. Donc, nous, on peut comprendre ces phénomènes qui sont très compliqués en réalité à comprendre parce que les frères musulmans, c'est un groupe islamiste très complexe, très intelligent, très malin, qui étudie les lieux, les contextes dans lesquels ils sont, et ils s'adaptent et ils font en fonction, toute leur stratégie est basée sur le lieu dans lequel ils évoluent. Et donc ils sont très intelligents, contrairement à ce que l'Europe pourrait penser. C'est là où nous, quelque part, les Occidentaux, on a commis des erreurs, c'est-à-dire en négligeant en fait cet aspect-là, ou en se disant bah, que finalement, ces gens, à un moment donné, ils vont finir par s'intégrer, ou finalement vont changer leur point de vue, voudront aussi la paix, etc. Sauf qu'en réalité, on sait que la paix, en réalité, on peut pas, on ne la gagne pas comme ça. Je pense que l'Occident, en fait, depuis 1945, a, s'est reposé sur ses acquis et s'est imaginé en fait que tout allait bien et que la seule menace était l'extrême droite, en ne voyant pas évidemment qu'il y avait une autre menace qui, quelques années plus tard, allait commencer à grandir au sein de leur sol. C'est évidemment toutes ces personnes qui viennent du monde arabo-musulman et qui ont un projet derrière, et notamment celles des frères musulmans qui sont venus s'installer à partir des années 60-70 dans nos contrées. Et donc, je pense que c'est à partir de maintenant, on voit bien que depuis cette époque-là, en fait, on voit bien que la paix n'est plus facile, n'est plus possible, en fait, dans nos pays. On voit bien que même en essayant de dire, ben voilà, vous savez, en faisant la paix, nous, on recherche la paix, on vous accepte, etc., on voit bien que nous sommes en face de gens qui sont extrêmement violents et qui appellent encore maintenant à détruire l'Occident, malgré tout, parce qu'ils n'ont pas ce même projet. La paix,
c'est pas quelque chose qu'on peut proposer, qui peut être accepté. Il faut être deux. Et malheureusement, celui qui est en face de nous n'acceptera la paix que si on le lui impose. Il faut que l'Occident devienne fort. Il faut que tous ces pays qui veulent une paix, il faut qu'ils l'obtiennent par la force. On ne peut pas l'obtenir juste par des traités, juste par des discussions avec des gens qui ne connaissent qu'une chose, c'est la force physique, c'est imposé par la force. D'autant plus que eux, ils ont un projet qui n'est pas celui de la paix, mais qui est celui d'un califat mondial. Vous savez, il y a une prophétie en islam que tout musulman doit connaître et connaît. Et cette prophétie, c'est celle de la fin du monde, c'est la venue de la fin du monde. Et l'un des signes majeurs, en fait, de cette fin du monde, c'est la fin d'Israël. Il faut que Israël tombe et qu'elle soit aux mains, on va dire que le Proche-Orient tombe aux mains des musulmans et devienne des terres islamiques. Donc on voit bien qu'à partir de là, et d'ailleurs c'est ce que le Hamas considère aussi, c'est que Israël soit éradiqué, et on l'entend aussi dans les manifestations ici en Europe. C'est les appels dans les manifestations, c'est du fleuve à la mer. On veut l'éradication d'Israël. L'Israël, il ne peut pas exister. C'est ça qui se joue en réalité derrière. Et on le voit aussi, on peut l'observer et on peut le lire, surtout dans les hadiths, ce qu'on appelle les hadiths authentiques de Muslim et de Bukhari. Vous savez, dans ces hadiths qu'il a 2922 A et B de Muslim et puis celle de Bukhari, où il dit euh, l'heure n'arrivera pas avant que les musulmans ne combattent les juifs, et les musulmans les tueront jusqu'à ce que les pierres ou l'arbre disent aux musulmans, aux serviteurs de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Sauve l'arbre de, de Garcade, car c'est un arbre des Juifs. Voilà ce qui est dit, voilà ce que dans les prêches on répète systématiquement, ou ce qu'on peut entendre au sein des familles. Si vous voulez, ces hadiths-là, les musulmans la connaissent et ils ne peuvent pas faire comme si elle n'existait pas, parce que ça fait partie de la prophétie en islam, et qu'on doit la connaître. Donc, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut avoir une paix avec euh, avec un discours comme celui-là, qui fait partie d'un corpus, on va dire, islamique et qui est religieux. Et c'est pour ça que nous, on doit être vraiment très attentif à ça, et on doit prendre les choses très au sérieux et être bien au fait qu'il n'y a qu'une seule chose qui est attendue auprès des musulmans, c'est qu'on leur dit, au moment où il y aura les signes de la fin du temps, vous devez vous tenir prêt à combattre l'ennemi, c'est-à-dire les juifs, mais aussi les chrétiens, les athées, tout ce qui n'est pas musulman. Donc ce sont des personnes à combattre. Donc maintenant, on parle évidemment des Juifs parce qu'il y a évidemment cet aspect-là par rapport à Israël, mais les autres groupes, je dirais chrétiens et autres, ne doivent pas oublier que c'est aussi. D'ailleurs, on ne doit pas attendre après, puisqu'à l'heure actuelle, on voit bien que au Proche-Orient, on voit bien qu'il y a des chrétiens qui sont exterminés. On voit bien que dans des pays subsahariens ou d'Afrique noire, il y a des chrétiens qui se font massacrer. On voit bien qu'en Syrie, avec Al-Julani, qui est un terroriste, qui est un État islamique toujours, et qui a toujours ce projet de la Grande Syrie et du Shem, c'est-à-dire que des pays comme l'Irak jusqu'en Israël deviennent islamiques. Donc, on le sait. On voit bien que les Druzes se font massacrer aussi dans ces contrées-là. Et pourtant, on a l'impression, quand on regarde de l'Occident, qu'il ne s'émeut que pour une seule chose, ce seraient les victimes palestiniens. Or, on voit bien que le Hamas, s'il voulait vraiment cesser la guerre, il ne mettrait pas ses enfants en avant. Et donc, moi, je dirais que le message que j'ai envie de passer euh, en Israël, parce que je sais que il y a une gauche israélienne aussi qui est un peu naïve et qui s'imagine que la paix est possible, etc. Je dirais que la paix est possible que si vous l'imposez. Il n'y aura pas de paix possible si vous n'avez pas une autorité, si vous ne vous montrez pas que vous n'êtes plus fort que l'ennemi. Pareil pour l'Occident, on n'arrivera pas à une paix si on n'impose pas nos lois, si on n'impose pas nos valeurs, et si on n'arrête pas de faire la promotion des cultures qui viennent de l'étranger avec cette culture de la mort. Donc, pour moi, il est essentiel, en tout cas, qu'on soit conscient de ça un peu partout, notamment en Europe, en Occident en règle générale. Alors, je ne vous ai pas du tout interrompu pour vous laisser
exposer vos propos de manière intégrale. Donc, on va quand même poser encore quelques questions on va essayer de faire ça plus court pour aborder quelques autres sujets, mais l'exposé était passionnant et bien sûr inquiétant. Donc, justement, dans ce contexte assez effrayant et inquiétant que vous décrivez en Belgique et en Europe, est-ce que vous êtes seul ou est-ce que, comme d'autres pays, comme la France par exemple, comme d'autres pays d'Europe, il existe un courant qu'on pourrait appeler courant d'opposition ou un courant qui est conscient du danger et du problème et qui alerte? Est-ce qu'il y a des médias en Belgique qui jouent le rôle de certains médias en France? Ou est-ce que vous êtes vraiment seul dans ce combat? Alors, au niveau de la Belgique, je dirais que au niveau médiatique, nous avons surtout des médias, comme je le disais, de gauche, avec une idéologie. Donc, on n'a pas des médias comme CNews, Europe 1, Sud Radio, etc., avec une autre voix, avec une vraie information surtout et d'analyse. Donc, toute l'information est complètement biaisée, ce qui fait que les citoyens ne sont pas vraiment très au courant. Moi, je suis connue en Belgique surtout via l'information, via la France ou via d'autres médias sur mes chaînes YouTube, etc., où j'invite vraiment les personnes à évidemment s'abonner pour que je puisse continuer à à mettre du contenu pour expliquer un peu les phénomènes et informer surtout les gens. Donc, quand j'ai des Belges qui me contactent, c'est parce qu'ils m'ont entendu via soit Internet, les réseaux sociaux, soit via les médias certains médias français. Mais sinon, en Belgique, on n'a pas cette voie-là. Là, je commence à avoir la communauté juive, notamment des organisations juives qui commencent à s'allier et à me soutenir parce que ce n'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps en réalité. Et pour cause, parce qu'en Belgique, on m'avait classé comme étant d'extrême droite. Et aussi parce qu'on a tout fait pour m'isoler, pour me canceller, pour me tuer socialement, économiquement et aussi médiatiquement, évidemment. Donc, je ne passe pas auprès des médias belges. Je pense qu'il y a clairement une peur de mon influence, je pense, auprès de la population belge. Parce qu'en réalité, mon discours, il n'est pas haineux, mon discours est juste pragmatique. Il se base sur des analyses, il se base sur des faits. Je suis assez factuel et ça, ils ne le supportent pas. Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'ai pas énormément de soutien euh, à ce niveau-là. Donc maintenant, je commence à avoir, donc, comme je disais, des soutiens plutôt d'organisations juives, mais c'est vraiment très récent. Et pour moi, c'est très important parce qu'il faut que toutes les organisations, et puis certaines personnalités, des pasteurs catholiques aussi, mais sinon, en réalité, c'est très peu. Au niveau politique, pareil, j'ai pas vraiment de soutien, on va dire, vraiment politique. Bien sûr, on écoute mon constat pour certains partis, notamment de droite, ils entendent mon constat, etc. Je pense que beaucoup utilisent aussi mes observations et mon expertise, mais sans jamais me citer, ou en tout cas font comme si j'existais pas, etc. Mais je me pose moi la question que je me pose, parce que bon, s'ils le font, tant mieux. Mais en même temps, moi, ce que j'attends des personnalités politiques, c'est des actions. C'est bien de parler, de dire qu'on a des bonnes idées, qu'on est contre une idéologie, mais c'est encore mieux quand c'est suivi d'actions. On voit par exemple que les Juifs en Belgique, de plus en plus, fuient la Belgique. Et moi, vraiment, depuis quelques mois, je leur dis, mais partez et fuyez. En tout Alors justement, quelle est la réalité de la communauté juive en Belgique dans ce contexte? Écoutez, ils ne sont pas du tout protégés. Honnêtement, il n'y a pas de protection. On voit aussi que culturellement, quand il se passe des événements comme ce chef d'orchestre qui devait venir faire une prestation en Flandre, finalement, il n'a pas pu, il a été boycotté parce qu'il est israélien. On a des personnes qui se font agresser dans nos rues. Les Juifs se taisent et on leur demande d'enlever toute marque d'appartenance ou à tout signe, en tout cas, qui montrerait qu'ils sont juifs, même en changeant leur nom de famille sur les sonnettes, en enlevant leur mezouza, etc. Donc on voit quand même que c'est extrêmement sensible. Quand on voit lors des manifestations que nous organisons et que nous avons des personnes qui crient mort aux Juifs et qui ne sont pas sanctionnés ou qui ne sont pas, il n'y a pas de plainte contre eux, ils ne sont pas, il y a des policiers qui sont témoins, mais ils vont pas les arrêter. Et je blâme pas les policiers parce qu'encore une fois, il faut bien se mettre à la place des policiers, c'est qu'ils reçoivent des ordres du politique qui leur interdisent d'agir en fait pour éviter des émeutes, etc. En fait, tout ce qu'ils font, ce ne fait que reculer quelque part en fait ce qui va immanquablement arriver que ce soit c'est les violences envers les personnes,
c'est les violences envers d'autres discours, c'est-à-dire que maintenant on peut plus s'exprimer librement. J'ai de plus en plus de Belges qui ne sont pas du tout juifs, mais qui commencent à comprendre que finalement, quand il s'agit du conflit Israël-Palestine, ben, ils peuvent plus donner leur avis, même critique vis-à-vis des Palestiniens ou du Hamas, sans tout de suite perdre soit des amis, soit de se faire insulter ou avoir des problèmes dans leur milieu du travail. Donc on voit qu'il commence à y avoir une prise de conscience petit à petit des citoyens, mais elle est lente parce que, évidemment, la propagande, la communication, de l'autre côté, est beaucoup plus massif et beaucoup plus grande. Ils ont énormément de moyens. Pour leurs manifestations, pareil, ils ont énormément de moyens. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de gens, c'est parce que les moyens sont mis à disposition pour la communication et et pour qu'il y ait un maximum de monde sur le terrain et qu'il soit plus visible. C'est pour ça qu'on voit systématiquement lors des manifestations, les dernières, par exemple en France ou en Belgique, ça se situe entre 100 000 et 130 000 manifestants. Ben, parce qu'ils sont très bien organisés, parce qu'en réalité c'est transnational. Quand vous voyez en France une manifestation ou en Belgique, il faut se dire que ce ne sont pas uniquement des Belges ou des Français qui manifestent, ce sont des quarts entiers qui viennent et qui sont organisés et qui se déplacent jusqu'à ces manifestations-là pour montrer qu'il y a un nombre important dans ces pays. C'est des stratégies qui sont déployées. Quand on voit que lors de notre dernière manifestation de mercredi passé, on a fait la demande à Madame l'ambassadrice d'Israël d'être présente pour prendre la parole et que l'État belge n'a pas voulu mettre suffisamment de protection à disposition, sachant son danger, parce qu'on a quand même arrêté un homme avec un cocktail Molotov qui voulait jeter devant l'ambassade d'Israël. Donc on voit bien que ces personnalités, des diplomates, ne sont pas comment dire, protégées. Donc imaginez les citoyens lambda, ils ne sont pas non plus protégés. On a eu une jeune femme avec son fils de 8 ans qui s'est fait agresser à la gare du Midi, par exemple, une des gares les plus importantes, où a eu lieu une manifestation ce que j'appelle pro-Hamas, où elle s'est fait interpeller parce qu'une personne du groupe l'a reconnue, sachant qu'elle était juive. Eh bien, elle l'a pointé du doigt, elle l'a hurlé dessus en criant qu'elle était sioniste, et elle s'est approchée de cet enfant de 8 ans, elle l'a traumatisé cet enfant en lui criant dessus que son pays sioniste tuait des petits-enfants comme lui. Donc vous pouvez vous imaginer que cet enfant de 8 ans qui entend des propos haineux envers les Juifs et envers Israël. Donc, et on voit bien, moi, j'ai écrit des lettres à la SNCF pour les chemins de fer en leur disant que, évidemment, des manifestations comme ça dans un hall de gare est interdite. Pourtant, aussi bien la SNCF, SNCB, pardon, et aussi bien les personnalités politiques, les bourgmestres, à ce jour, ne font toujours rien. Et tous les vendredis après-midi, à partir de 17 h, nous avons toujours ces groupes qui sont présents, qui manifestent en étant violents envers les passants ou des clients, notamment du Carrefour ou de Starbucks, qui sont considérés comme des enseignes qui seraient pro-israéliens et qui soutiendraient Israël. Donc voilà où nous en sommes en Belgique. La Belgique, c'est vraiment très dramatique. Et on a bien vu des personnes qui ont été frappées qui sont battus, qui sont voilà, menacés, etc. Et ça ne concerne pas que les juifs, parce que même les non-juifs qui soutiennent Israël se font menacer, sont traités de traîtres, comme je le suis aussi, et, euh, et nous sommes menacés vraiment de mort. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste dans la simple menace verbale, mais il y a vraiment atteinte physiquement contre nous. Donc voilà où nous en sommes en Belgique, et on voit bien que les manifestations, autant les pro-Hamas peuvent manifester quand ils veulent, même sans demander d'autorisation. Mais lorsque nous demandons une autorisation, ne serait-ce que pour faire une marche, c'est très compliqué. Généralement, on nous demande de ne pas la faire. On nous dit qu'on risque vraiment pour notre intégrité physique et que du coup, ils ne sont pas capables d'assurer notre protection. C'est là où nous en sommes. Donc, si nous ne pouvons pas manifester sans se sentir protégés, et que de l'autre côté, vous avez cette masse de gens qui manifestent pour la Palestine, et eux, par contre, il n'y a aucun problème, il faut vraiment sérieusement se poser vraiment les bonnes questions. Qui sont ceux qui sont les bourreaux et qui sont ceux qui sont les victimes? Autre chose aussi, c'est que dans ces manifestations, encore une fois, dans les manifestations pro-palestiniennes, on entend systématiquement des propos très violents, extrêmement violents, qui appellent à la haine, qui appellent à la destruction.
on entend des enfants qui tiennent des propos qui mettent comment je dirais, qui glorifient, par exemple, Yahya Sinwar, qui glorifie en fait tous ces terroristes sans que jamais personne les interdise. Et de l'autre côté, vous avez des manifestations pour Israël qui appellent toujours à la paix. Ça se passe de manière calme. Pas une seule fois on entend des propos qui soient haineux ou quoi que ce soit. Donc là, je pense que là, vraiment, les gens devraient se poser les bonnes questions et se dire finalement qui sont réellement les bourreaux et qui sont réellement les victimes. Alors, quelle est la position de la Belgique concernant la reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine? Alors, c'est mitigé. Ils ont, la Belgique se veut toujours neutre, veut toujours être dans la négociation, dans l'équilibre, etc. En réalité, on sait très bien que s'asseoir sur deux chaises et à un moment donné, on finit par tomber. Euh, donc, ce qu'ils ont proposé, c'est plutôt une reconnaissance de la Palestine sous condition que les otages soient libérés et que le Hamas, évidemment, dépose les armes. Mais à côté de ça, ils condamnent aussi et demandent que Israël arrête, cesse la guerre à Gaza. Il demande aussi que toutes les personnes qui vivraient dans ce qu'ils appellent les colonies ou les territoires occupés, s'ils viennent en Belgique, ils pourront être poursuivis et arrêtés. Donc il y a quand même des mesures contre Israël qui sont déposées. À mon sens, c'est complètement déplacé et je trouve extrêmement dangereux de faire ce genre de choses, puisque pour moi, clairement, Israël a le droit de se défendre et on n'a pas à condamner, à s'immiscer dans une politique d'un pays démocratique qui se défend et qui veut aller récupérer ses otages ou mettre à l'abri, évidemment, sa population, puisqu'il faut quand même le rappeler que le Hamas et que le Hezbollah et d'autres organisations terroristes continuent à lancer des requêtes contre Israël, continuent à attaquer Israël, et Israël a le droit de se défendre. Donc pour ça, pour moi, ils auraient dû être beaucoup plus clairs par rapport à ça. Donc pour moi, clairement, là, il y a quand même une espèce de compromis où on essaye de passer, de ne pas céder, mais en même temps, on cède quand même un petit peu. Et ça va leur jouer des tours parce que pour les islamistes, ils ont gagné. Ça, pour moi, c'est très clair. Et finalement, on se demande à l'ONU, est-ce que la personne qui va représenter la Belgique, il a le droit, il pourra aussi dire finalement qu'il veut reconnaître l'État de la Palestine. En faisant ça, en fait, la seule chose qu'ils font, c'est finalement permettre, c'est récompenser un État terroriste. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si un délinquant qui a commis un acte barbare, tout d'un coup, on lui décerne une médaille en lui disant, ben voilà, bon, tu as commis un acte barbare, mais pour que les choses se calment et pour essayer de le calmer, on va quand même lui donner une récompense. Ça se passe, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire, il y a eu des attaques, on ne peut pas récompenser en disant que dans ces conditions-là, on va permettre un État de Palestine, d'autant plus avec qui comme personnalité politique derrière, euh, sans des conditions très claires, et puis pas dans ces conditions-là, pas après une attaque, parce que moi ce que je pense, c'est que si la Palestine est reconnue, alors ce qui va se produire, c'est que d'autres pays vont commencer à attaquer, à agresser, à massacrer pour obtenir ce qu'ils veulent par la force. C'est ça le danger qui est derrière et c'est ça que l'Occident ne voit pas. Il voit toujours sous le regard ou sous le prisme de l'œil occidental, mais il ne voit pas la manière dont les pays musulmans voient les choses. Eh ben, dans ce contexte, j'avais une question plus générale. Il semble que la question du rapport à Israël et au conflit israélo-palestinien devient en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, un clivage assez central de la politique, de la vie politique. Je crois que le gouvernement hollandais est tombé ou a failli tomber, chuter suite enfin, en rapport avec cette question, avec le sujet israélo-palestinien. Comment vous expliquez donc ce phénomène qu'aujourd'hui, on sent, on a l'impression aussi que tous les autres sujets qui clivent les sociétés européennes s'agrègent autour de ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a l'immigration, l'islamisme, etc., et que Israël est au centre de ces clivages. Comment vous expliquez cette situation? Mais cette situation, elle est due clairement d'abord à l'organisation, comme je le disais, de toutes ces associations qui existent et qui mobilisent en fait les populations. Ces associations qui sont évidemment soutenues très souvent
par une politique plutôt de gauche ou de centre. Et parce que, évidemment, les populations musulmanes, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, c'est une population qui compte des voix électorales importantes. Ce sont des gens qui ont la nationalité, qui peuvent voter. Et donc, pour ces partis de gauche, c'est leurs électeurs actuellement. Donc, ils se centrent surtout sur des sujets qui intéressent les musulmans, puisque la question Israël-Palestine, comme je le disais, c'est quelque chose qui existe en islam, récupéré et surtout imposer l'idée de la Palestine et la destruction d'Israël. Et donc, si vous voulez, toutes ces politiques de gauche se disent, ben, si on veut avoir ces votes, le vote des musulmans, ben, il va falloir se centrer sur la question Israël-Palestine parce que, évidemment, c'est quelque chose qui touche profondément la communauté musulmane. La communauté musulmane, ça tourne autour de ces questions Israël-Palestine. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui date que depuis le 7 octobre. Il faut le savoir, c'est que ça fait depuis des décennies que cette question-là, à chaque fois qu'il y a un conflit, revient en force dans les mosquées, au sein des familles. Ça fait partie des discussions quotidiennes en fait de la communauté musulmane. La communauté musulmane, elle ne forme qu'un. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la Ummah islamia du monde. Elle doit se réunir contre l'ennemi qui est extérieur, c'est notre ennemi commun. Et donc c'est en ça et c'est pour ça que la gauche finalement ne se concentre que sur le conflit Israël-Palestine et veut évidemment prend parti pour les Palestiniens en règle générale parce qu'ils estiment évidemment que c'est comme ça qu'ils pourront avoir qu'ils pourront avoir les votes et qu'ils pourront aller au pouvoir et garder et maintenir un pouvoir avec évidemment les groupes antifascistes qui sont de plus en plus présents et qui prennent aussi de plus en plus une place importante et qui deviennent très dangereuses et très violentes. On l'a vu aux États-Unis, mais on le voit aussi ici, de plus en plus d'antifa. On l'a vu il y a quelques jours avec le Parti libéral qui a qui a voulu rendre hommage à un ancien ministre belge, Jean Gaulle, dont la sépulture a été saccagée parce qu'il était de confession juive. Donc il y a une commémoration et évidemment les antifas avec les islamistes se sont retrouvés à Liège comment dirais-je, déranger cette commémoration, pour l'interdire, l'empêcher. Et on voit que maintenant, ils sont extrêmement violents. Il y a des agressions, des bousculades, on a frappé des gens, etc. Donc il y a vraiment une violence qui s'exprime de plus en plus, même à travers l'extrême gauche et les antifas. Il y a eu un appel d'une personnalité belge, Georges-Louis Boucher, qui a dit qu'il voulait dissoudre ces associations antifa. Et j'espère encore une fois que ces dires vont être suivis d'actions. Il y a des organisations qui doivent être dissoutes, il y a des organisations qui doivent être fichées, qui doivent être considérées comme étant des organisations terroristes. Il en va de notre sécurité et de la sécurité de tous les citoyens, y compris les citoyens juifs qui font partie des citoyens belges. Alors une question plus personnelle pour quasiment terminer cet entretien. Qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à cet engagement indéfectible pour Israël? Qu'est-ce qui aussi vous motive à lutter pour la Belgique, à vous battre au quotidien? Et on sait que, comme je l'ai dit en introduction, vous payez un prix personnel très lourd. Mais c'est tout d'abord par rapport à ma prise de conscience sur le danger de l'islamisme. Au départ, en réalité, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif, je voulais surtout venir en aide aux familles issues de la communauté musulmane parce que je savais qu'il y avait de la violence autour, liée évidemment à toutes ces idéologies-là. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que ça allait être très, très compliqué. Et puis, j'ai vu aussi la manière dont ce conflit est traité depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge autour du conflit avec Israël. Moi, je sais que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu dans mon environnement des discours haineux vis-à-vis des Juifs. Et c'est pour ça que on ne peut pas se dire qu'on se bat contre l'islamisme et ne pas défendre Israël ou ne pas défendre les Juifs en sachant qu'il y a une volonté de détruire les Juifs. Moi, je suis très consciente de ça. J'ai vu aussi ce qui s'est passé durant la Shoah. J'ai été visiter Auschwitz. Je n'ai pas envie que ça se reproduise et je sais pourtant que c'est en train de se reproduire. Je le vois. J'ai peur pour mes amis, j'ai peur pour les citoyens juifs en Europe parce que j'ai l'impression que là, on est en train de vraiment
d'aller vers un deuxième Auschwitz en Europe ou en Occident. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai très très peur. Mais je suis en même temps, je suis né, je suis de la troisième génération belge. Je tiens à la Belgique, je tiens en valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, etc. Et de la paix. Et c'est pour ça que je veux me battre. Je veux me battre en fait pour nos valeurs démocratiques. Je veux me battre pour notre liberté. Parce que l'islamisme, c'est tout le contraire de la liberté, c'est tout le contraire de la vie, c'est la destruction partout où elle va, détruire l'individu, détruire son psychique, détruire notre culture, détruire tout ce qui est beau, tout ce qui mène à la vie. Et c'est pour ça que je veux continuer à me battre et c'est pour ça aussi que je veux être en phase, malgré le prix que j'en paye. Je veux surtout être en phase et me battre, donner du sens à ma vie en me battant vraiment sur mes valeurs, celles dont je crois, c'est-à-dire la paix et la liberté pour tout le monde. Bien, Fadila Maroufi, vous nous avez adressé vos vœux en début de cet entretien. Alors c'est à notre tour de vous adresser nos vœux de courage et de réussite dans votre combat. Comme je l'ai dit au début, vous avez toute notre admiration d'Israël et du peuple juif, je pense, de manière générale, pour votre action et votre courage indéfectible. Shana Tova, à vous aussi. Et comme vous l'avez dit, que cette année nous amène à la libération des otages et à la paix pour tout Israël et dans le monde entier. Merci Merci bien beaucoup. et j'espère qu'on se retrouvera du coup au mois de novembre en Israël pour une conférence avec le public d'Israël, avec les citoyens. Voilà, donc c'est une invitation quasiment officielle de Fadila qui, si Dieu veut, nous se rendra au centre Begin au mois de novembre et vous pourrez venir la rencontrer. Merci beaucoup et Shana Tova. Shana Tova, à vous, merci.